100 chevaux, il faut compter 4 secondes et 2 dixièmes pour passer de 0 à 100 km/h. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque de bagnole que je connaissais pas il y a encore quelques mois, et pourtant il s'agit de supercars, au design incroyable, aux performances stratosphériques, mais dont l'histoire, ou plutôt les déboires, ont fait que le projet est mort quasiment dans l'œuf. La Vector, la voiture de production la plus rapide et certainement la plus sophistiquée du monde. Cette histoire, c'est d'abord celle d'un gars, un certain Gerald Weiger, et lui, il était passionné par deux choses dans la vie, l'aéronautique et l'automobile. D'ailleurs, quand il était ado, il rêvait que d'une chose, devenir pilote de chasse, entrer dans l'armée et piloter des avions qui vont super vite. Sauf que, comme il avait une vue vraiment toute pourrie, il a dû se rabattre sur sa deuxième passion. Et en vrai, tout commence plutôt bien. Alors qu'il est encore au lycée, il participe à un concours de design automobile organisé par de grands constructeurs américains. L'idée pour eux, c'est de détecter et de fidéliser leurs futurs employés avant même de les avoir embauchés. Et à la clé, pour celui qui gagnerait le concours, des études de design tout frais payées. Gérald, il arrive avec un joli dessin de voiture, il gagne le concours et il fait des études de design. À 26 ans, notre petit Gérald est fraîchement diplômé. Il a une vie toute tracée, devenir designer automobile, concevoir des planches de bord, des lignes de bagnole vraiment plan-plan et toutes pourries, mais au moins il aurait une vie riche et confortable. Eh ben s'il y en a bien que ça faisait pas rêver, c'était bien GG. Déjà il était super vénère parce qu'il avait pas pu devenir pilote de chasse parce que soi-disant il voyait pas très bien. Du coup il comptait bien mener sa deuxième passion au maximum. Et pour ça, il avait pas le temps de dessiner des citadines, des SUV ou des pick-up. Tout ça c'est de la merde. Et il explique à tous ceux qui veulent bien l'écouter qu'il a pour projet, il est en train de le faire et il va le faire, concevoir la voiture la plus performante du monde. Rien que ça. Un projet plutôt ambitieux. 3 fois rien. Il a 26 ans pour rappel. Zéro expérience. Il sait faire des dessins, mais une usine, l'industrie, des business plans, tout ça, rien du tout, Gérald. J'en ai rien à foutre. Mais bon, il se dit qu'il va prendre les problèmes l'un après l'autre, et il va commencer par le premier problème, le dessin. Et ça, Gérald, il sait faire dessiner des voitures. Il prend un papier, un stylo, et il dessine la voiture de sport de ses rêves exactement comme il l'imagine. Et c'est avec ce dessin, et rien d'autre, qu'il va aller faire du porte-à-porte chez tout le monde, des banques, des financiers, des proches de la famille, pour leur demander de lui filer des sous pour créer son entreprise et concevoir la voiture de sport la plus performante du monde, et elle sera américaine. Et ce dessin qui va le suivre pendant encore de longues années, il est assez fascinant de simplicité et de justesse. Un design simple mais qui ne laisse aucun doute sur l'ambition de la bagnole. C'est acéré, c'est affûté, c'est hyper agressif. Et pour le nom, il choisit un truc qui claque à mort, Vector. Et le seul élément un peu marketing qu'il apporte, c'est de dire qu'il va mettre de la technologie aéronautique dans cette voiture. Mais sans beaucoup plus de précision. Business plan, pas besoin. Étude de marché, pourquoi faire? Pas de staff, pas de bureau, pas d'expérience, rien du tout, juste un dessin. Et vous savez quoi? Coup de chance, il tombe direct sur une banque qui accepte de lui prêter de l'argent, plus qu'il n'en a besoin même. Parce que c'est notre projet. Non, je déconne, il essuie refus sur refus. Personne, ni ses amis, sa famille, aucune banque, personne ne veut lui donner ne serait-ce qu'1 $. Au mieux, on lui rit au nez, et au pire, on lui vire un coup de pied au cul. Au bout d'un moment, et après avoir pitché son projet à tous les habitants de Détroit sans succès, il décide de se barrer vers de nouveaux horizons pour tenter sa chance, trouver le bonheur autre part. Il rassemble ses affaires, un slip, une brosse à dents, son dessin qui le suit partout, et il finit de s'installer en Californie, au soleil, au bord de la mer, pour y retenter sa chance. On est en 1971, Gérald est plus motivé que jamais, et il prend conscience que s'il doit convaincre des gens de lui filer des centaines de milliers de dollars, il faudra arriver avec un truc un peu plus solide qu'un dessin. Du coup, il s'enferme dans son petit appartement, il prend un gros bloc de polystyrène dans lequel il taille, il sculpte un modèle 3D de son dessin. Ah, aussi, il crée une société qui s'appelle Vehicle Design Force. Décidément, il savait dessiner et trouver des noms qui claquent. Et avec tout ça, il recommence à faire du porte-à-porte. Son dessin, sa maquette 3D et une entreprise avec un super nom qui fait passer pour son équipe. Pour les gens qui le soutiennent, qui font les dessins, l'ingénierie. Sauf qu'en fait, y a personne. Because I'm too seul. Et il galère, putain il galère. Les banques refusent de lui prêter de l'argent, les investisseurs ne le prennent pas au sérieux, les constructeurs le regardent de haut. Tout semble perdu pour Vector. Jusqu'au jour où il va faire la connaissance un peu par hasard d'un certain Lee Brown. Le mec, il est ingénieur automobile. Il possède son propre garage, à 2 pas de l'appartement de Gérald. Et Lee Brown, il est tout de suite séduit par le projet de Gérald et décide d'y investir toutes ses économies. Du coup, les deux nouveaux associés se retroussent les manches, ils se mettent au travail. Ils récupèrent un vieux châssis de 911 et autour de ça, ils construisent la carrosserie de ce qui sera le premier concept car de Vector. Et comme lui, il avait
avait de l'argent, mais il n'était pas non plus millionnaire, ils ont dû renoncer à y mettre un moteur, des trains roulants, des vitres. Il n'y avait rien de fonctionnel en réalité, c'était une très grosse maquette à l'échelle 1 de ce à quoi pouvait ressembler une Vector. Mais vous savez quoi, ça a beau n'être qu'une maquette, elle est belle, on est en 1972, et tous les deux ils décident d'aller présenter ce concept car au salon de l'auto de Los Angeles en 1972. Partout dans les allées du salon, des caisses plus ou moins cool, globalement plan-plan, il n'y en a aucune qui vendait vraiment du rêve. Alors que Vector, eux, ils arrivaient avec une promesse, les Américains vont devenir les concepteurs de la meilleure supercar de l'histoire de l'humanité. Leur voiture agit comme un aimant sur la foule et sur la presse. Gérald, il passe de l'ombre à la lumière et il se met à faire ce qu'il fait de mieux, marketer son produit pour convaincre les gens que c'est la meilleure voiture du monde. Et dans l'euphorie du succès, sa machine à bullshit s'emballe. Il dérape complètement, il se met à promettre des choses impossibles, sorties de nulle part. Tout ça sans consulter Lee Brown, son associé, qui avait tout financé jusqu'ici. Par exemple, il affirme que la version roulante de série de la Vector allait sortir très bientôt, alors qu'il n'en avait pas la moindre idée. Et quand on lui demande quel moteur il y aura sous le capot, ce sera un moteur rotatif, d'origine Mercedes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et quand on lui demande, Gérald, elle va coûter combien ta supercar? Il répond 7500 $, soit moins cher que n'importe quelle voiture de sport de l'époque. Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien. Et lui non plus d'ailleurs. Avec du recul, tout ça, ça ressemble un peu à de l'improvisation. Et juste après le salon, son associé lui demande des explications. Gérald ne sait pas lui donner, et du coup son associé, il se barre et il emmène avec lui la maquette qu'il mettra dans son garage. Gérald se retrouve de nouveau avec rien du tout, juste son dessin. Enfin pas vraiment, il lui restait son dessin et la Vector qui faisait la couverture de tous les magazines de bagnoles en 72. Et c'est 6 ans plus tard, au même salon de l'automobile de Los Angeles, que Vector Motors allait présenter un nouveau concept car, cette fois-ci parfaitement fonctionnel et roulant, la Vector W2. The concept was to build a car here in America that could challenge and compete with the European cars in a world market, and had a prestige statement for America in the automotive area in that particular class or category. W pour Weigert et 2 pour le nombre de turbos qu'il a accolé à un énorme V8 de 5,7 litres de cylindrée. C'était le même moteur qu'on trouvait sous le capot de la Corvette C3 qui développait à peine 200 chevaux dans sa version Atmo. Mais Gérald, il l'avait bourré aux amphétamines. Bon le moteur rotatif, on oublie, et le prix de vente raisonnable, on oublie aussi. Parce que Gérald, il a eu la main un petit peu lourde lorsqu'il a fallu, par petites touches, rappeler que sa voiture était inspirée par l'univers aéronautique. D'habitude, les constructeurs, quand ils veulent montrer ce type d'inspiration, ils te font des bus d'aération un peu stylisés, une montre avec un joli cadran qui rappelle l'aviation, et voilà, ça suffit à faire la blague. Sauf que Gérald, non, c'est pas ça sa vision. Gérald, il a pris de la vraie instrumentation d'avion de chasse, qu'il a mis dans sa voiture, et qu'il a rendu fonctionnel. Les compteurs, les jauges, les boutons, les voyants, tout provient d'avions dont l'utilité est normalement de faire la guerre à 2 fois la vitesse du son. C'est des Français? Non, c'est son chef. La Vector W2, elle était équipée d'une caméra de recul, d'un affichage tête haute, et même d'un système de navigation en 78. Bon, je veux bien voir à quoi ça ressemblait. Et niveau performance, la promesse semblait être tenue. La puissance annoncée était de 600 chevaux, 800 Nm, 150 à 200 chevaux de plus que les plus puissantes des italiennes ou des allemandes de l'époque. Et pour passer toute cette puissance, tout ce couple sur les seules roues arrière, Gérald, il a fait le choix d'une boîte de vitesse incroyable. Une boîte auto à 3 rapports, qui était à cette époque utilisée sur des camping-cars. Voilà. Déjà, une boîte auto, pourquoi? Mais une boîte auto à 3 rapports en plus! C'est quoi le problème? Tu te demandais comment t'allais faire croire aux gens que la voiture elle ne faisait que 100 chevaux alors qu'elle en fait 600, putain t'es con! Alors Gérald il avait toujours réponse à tout, et quand on lui posait cette question, il avait 2 arguments pour défendre sa boîte auto 3 rapports. Son premier argument c'est qu'une boîte automatique, c'est confortable, facile à utiliser, les boîtes mécaniques, personne ne sait utiliser ça aux États-Unis, ça marchera jamais. Et son deuxième argument c'est qu'une boîte auto à 3 rapports, les rapports sont tellement longs, interminables, que ça te permet de cruiser sur l'énorme couple du moteur. Et même que le troisième rapport serait tellement long qu'à 320 km/h, tu serais pas du tout dans la zone rouge. Et que ta Vmax, elle serait de 390 km/h. Ouais, bien sûr, Gérald, bien sûr. En 78, avec les pneus de l'époque, les freins de l'époque. Mon cul, oui! Moi, mon avis, si je puis me permettre, c'est que Gérald, il avait tout dépensé dans l'instrumentation de bord incroyable de la voiture et que quand il a fallu commander une boîte de vitesse, il restait 10 $ sur le compte en banque. Il n'empêche, la caisse, elle fait grave sensation. Tout le monde en veut une, ou en tout cas, tout le monde aimerait en avoir une, parce qu'il y a un petit problème. Son prix, 160 000 $ de l'époque, soit 2 à 3 fois le prix des Lamborghini et des Ferrari qu'elle voulait concurrencer. Du coup, même parmi les quelques personnes dans le monde qui avaient assez d'argent pour se payer cette voiture, la plupart d'entre eux préféraient quand même se payer 2 italiennes plutôt qu'une américaine sortie de nulle part qui avait fait ses preuves à aucun moment. Mais GG, il vivait sa meilleure vie parce que sa bagnole, il l'avait enfin conçue. Ok, dans un exemplaire unique, mais c'est lui qui l'emmenait par la route à tous les journalistes de toute l'Amérique pour qu'ils puissent l'essayer et dire à quel point cette voiture était performante. Enfin, presque. Parce que quand GG leur filait les clés de la voiture,
Il leur disait qu'il fallait pas tenter de grosses axelles. La VMAX, oublie, 50 km/h maximum. Et le freinage, fais gaffe. Tu comprends, il y en a qu'une seule, faudrait pas la casser. Si tu la pètes, je suis dans la merde. Et les journalistes, vous savez quoi? Ils l'ont cru, parce que Gérald, il avait l'air sympa, et son projet, il était louable. Faire la voiture américaine la plus puissante de tous les temps, blablabla. La fierté nationale, mon bordel, mon cul. En réalité, sa voiture, juste, elle marchait pas bien, quoi. Les articles positifs pleuvent à la fois dans la presse spécialisée, mais aussi dans la presse people, dans tous les magazines américains possibles, il y avait une photo de la Vector. Et avec toute cette bonne presse, les investisseurs commencent à venir frapper à la porte de Gérald. Ils récoltent plein d'argent pour pouvoir enfin construire une usine, fabriquer des voitures, les vendre, ce que fait un constructeur, quoi. Mais ce qui tarde à arriver, c'est la production des voitures, parce que même s'il n'y avait pas beaucoup de monde qui commandait des Vector, il y avait quand même des gens. Et GG, il semblerait qu'il ait pris goût aux soirées mondaines, aux shootings photos, et construire des voitures pour des gens, ça avait l'air de le faire chier un peu. À tel point qu'au bout d'un moment, ça a commencé à se voir que Gérald, dans son discours, il y avait un petit peu de mytho. La presse qu'il avait soutenue pendant des années s'est mise à devenir critique, et à poser des questions, à creuser, à chercher où allait l'argent, et pourquoi les voitures n'étaient jamais livrées. Et Gérald, ça lui a pas plu. Il s'est mis très en colère, il a attaqué tout le monde en justice. Et pour prouver le sérieux de son projet, il décide de faire entrer Vector en bourse. Il lève 10 millions de dollars. Ça y est, il avait tout ce qu'il fallait pour construire une usine, concevoir des voitures de ouf, et les livrer à tous ses clients. Il s'installe dans des ateliers de dernier cri, et il commence la production de son premier modèle de série, la Vector W8. Une voiture au design incroyable, très proche de celui de la W2, hyper légère, une monocoque en alu, une carrosserie en Kevlar, en carbone, et sous son capot, un tout nouveau V8 biturbo complètement forgé qui sort désormais 625 chevaux. Gérald y blaguait plus, il a passé la seconde, la 3, la 4, enfin non, parce qu'il a gardé sa boîte auto à 3 rapports, même sur la W8. Et alors que tout semblait enfin se poser, se stabiliser, se détendre pour Vector, Gérald recommence à faire de la merde. Enfin, il recommence à pêcher par son manque absolu d'expérience. Comme le jour où, par exemple, un grand joueur de tennis, André Agassi, l'appelle et passe commande d'une voiture. Ça traîne, c'est long, le joueur de tennis s'impatiente, il veut absolument sa voiture. Gérald, il fait de son mieux, mais son usine, elle va tout doucement, et du coup, il finit par dire à André, tu sais quoi André, je vais t'envoyer une voiture, mais c'est une pré-production. Elle est absolument pas terminée. Interdiction de la démarrer, interdiction de rouler. Surtout, uniquement pour le shooting photo. André lui répond, ouais d'accord, t'inquiète, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire des photos avec. La célébrité, la fame, tout ça. Sauf que pour ceux qui sont trop jeunes pour l'avoir connu, André Agassi, c'était le plus grand joueur de tennis du monde, voire le plus grand sportif du monde. C'était un showman, une célébrité absolue. On lui disait pas non à lui. Vector lui fait livrer une voiture, le camion arrive, la voiture en descend. André a les clés dans la main. Attendez avant de commencer le shooting, je fais juste un petit tour. Il roule à peine quelques centaines de mètres, le moteur est en surchauffe absolue, ça fume dans tous les sens. Putain, il fait un bruit de Range Rover le truc. Il manque de prendre feu avec, il descend de la bagnole, il jette les clés, il appelle Gérald avec son énorme téléphone portatif pour lui dire « Rends-moi mon argent, je veux pas de ta bagnole de merde ». Et voilà comment tu passes de « tout va bien et tout semble s'arranger » à « c'est la merde ». Heureusement et quasiment en même temps, Gérald il avait fait livrer 3 voitures à Car and Driver, l'un des plus grands magazines de bagnoles des États-Unis. Et... en fait non, pas heureusement. Sur les 3 voitures qu'il a livrées, les 3 sont tombées en panne. Ils n'ont jamais pu mesurer ni la VMAX, ni le 0 à 100, rien du tout. Les voitures, merguez. L'objectif initial de Gérald, c'était de produire 4 voitures par mois pendant 4 ans, soit quasiment 200 bagnoles. Au final, il en construira, il en vendra 19. Et tout avec un niveau de fiabilité, de finition et de performance aléatoire. Ouais, ça c'est un barbecue qui a de la gueule. Pourquoi que le mien est pas comme ça? Les finances, autant que l'image de Vector, sont au plus bas. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager Jerry. En 1993, il décide de taper un grand coup sur la table en allant présenter un nouveau modèle, non pas aux États-Unis, mais en Europe, au Mondial de Genève de 1993. Cette nouvelle voiture, elle s'appelle la WX3. Elle est disponible en coupé ou en roadster. Sûrement le plus invraisemblable des monstres américains, la Vector Aftech WX3. Un V8 de 7 litres de cylindrée qui développe 850 à 1200 chevaux suivant les humeurs du turbo. Perso, le design, je trouve dégueulasse. En revanche, sous le capot, il a pas blagué cette fois-ci. Il en avait marre de 500, 600 chevaux, être 100 chevaux au-dessus de tout le monde, ça, c'était de la merde. Non, la WX3, elle avait 1200 chevaux sur le capot. En 1993, bien avant la Bugatti Veyron, qui, 12-13 ans plus tard, allait sortir à peine 1001 chevaux. La WX3, c'était tout simplement la première hypercar jamais conçue. Sauf que, comme Gérald, il avait perdu la confiance de tout le monde, de ses clients, du public, de la presse. Personne n'a envie de croire que cette voiture, elle va exister un jour, qu'elle va être construite, qu'elle va rouler et qu'elle va sortir ses chevaux. Du coup, personne ne la commande, personne ne l'achète. Et d'ailleurs, à Genève, personne ne vient sur son stand. Ou presque. Il y a ce petit groupe de gars un peu chelous qui viennent le voir. Ils travaillent pour une entreprise au nom de grands méchants des années 90. Cette boîte, elle s'appelle Megatech. Et ils proposent à Gérald de racheter toutes les parts de la boîte. T'inquiète, tu restes à ton poste, tu continues de faire ce que tu fais. Nous, on apporte juste les finances parce qu'on adore ce que tu fais. Et on veut t'aider à développer ta marque, tes modèles. Gérald, de toute façon, il avait pas trop le choix. Du coup, il dit ok. Il signe, il se tape dans la main, il rentre chez lui, il est presque content, il est sur le point de trinquer, il reçoit un courrier, sa lettre de licenciement.
Après toutes ces années d'efforts, de porte-à-porte, de dessins, de maquettes, de tous les obstacles qu'il avait franchis plus ou moins bien, le voilà licencié de sa propre boîte. Il n'a plus rien. Et cette boîte qui vient de racheter Vector et de virer Gérald, elle s'appelle Megatech. Megatech, c'est un fonds d'investissement qui appartient au fils du président indonésien de l'époque. Le mec, il est riche à millions, à milliards, c'est un mania du pétrole. Et ce qu'il aime dans la vie, c'est les voitures de sport. Et pour lui, aller chez des concessionnaires pour s'acheter des voitures, c'est se rabaisser à ce que fait le petit peuple. Du coup, il fait quoi avec ce fonds d'investissement? Il rachète plein de constructeurs et il se construit des voitures pour lui. Rien à foutre si elles se vendent. D'ailleurs, si vous avez regardé le T5M sur l'histoire de Lamborghini, c'est lui qui avait racheté Lamborghini à Chrysler. Gérald, quand il reçoit sa lettre de licenciement, évidemment, il est complètement désespéré et il ne trouve qu'une seule chose à faire. Il va dans ses ateliers et il s'enferme dedans. Il dit personne ne touchera ni aux machines, ni aux châssis, ni aux bagnoles, ni aux moteurs. Tout ça, c'est à moi. Faudra me passer sur le corps. Et l'argent, je le garde. Rien à foutre. Mais Megatech, tout ça, ils s'en battent la race. Tout ce qui les intéressait, c'était le nom Vector. Ils ouvrent une nouvelle usine, ils prennent des châssis et des moteurs de Lamborghini Diablo et par-dessus ils mettent une carrosserie qui ressemble vaguement à une Vector dégueulasse qu'ils vont appeler la M12 et que personne n'achètera jamais. Après des années de bataille judiciaire, Gerald Weigert parvient à récupérer sa marque Vector des griffes de Megatech. Et je sais pas où il trouve sa motivation, son énergie, son envie. Qu'est-ce qui fait que ce type se lève le matin et se dit je vais sortir un nouveau modèle, je vais l'appeler WX8. Il sera encore plus puissant, plus rapide, plus performant, plus... Enfin, sur le papier. Parce que Gérald, il a plein d'idées, mais quand il faut les concrétiser, c'est toujours à moitié fait. Une fois de plus, cette bagnole, il n'arrivera ni à la construire ni à la vendre. Et la marque Vector finira par s'éteindre avec lui en 2021 alors qu'il a 76 ans. À défaut d'avoir réellement réussi à concurrencer Porsche, Ferrari ou Lamborghini, Gérald, il faut lui reconnaître le mérite de n'avoir jamais rien lâché. Son rêve, c'était de passer de son dessin à une vraie voiture, et il l'a fait, plusieurs fois même. Un jour, Gérald, il a dit à un journaliste, je cite, « Je voulais être pilote de chasse, mais comme ma vue n'était pas assez bonne, j'ai décidé de faire un avion, mais pour la route. » Et vous savez quoi? Il a réussi, même plusieurs fois. Moi, mes préférés, c'est la W2 et la W8. Après, ça devient un peu moche. Weigert, c'est un peu le même genre de gars que Pagani, que Koenigsegg ou que DeLorean dans une certaine mesure. Ces gars, ils sont intéressés par la réussite, par l'argent. Ils vendent des voitures super chères, ils essayent de devenir riches. Mais ce qui les a motivés à la base, c'était leur rêve de passer d'un dessin à une voiture qui roule réellement. J'espère que ce nouveau T5M vous a plu et que comme moi, vous en aurez appris un petit peu plus sur cette marque qui était complètement inconnue au bataillon me concernant. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, là où vous avez envie de nous suivre. Et pensez aussi à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé, ça nous aide, ça soutient la chaîne. Je vous dis à bientôt, ciao!